Donc bienvenue à ce Septics in the Pub. Aujourd'hui on reçoit Serge Brett Morel, qui était déjà venu nous voir il y a 2 ans, 2 ans et demi. Si fin 2015, ouais. Fin 2015, voilà. Qui va nous parler de l'origine des horoscopes de presse. Alors je fais une petite communication rapide par rapport au comité para qui organise ces conférences. Donc pour ceux qui l'ont peut-être vu et pour les autres, on est en train de recruter de nouveaux membres. Donc si jamais ça vous intéresse de venir donner un coup de main sur le terrain, que ce soit pour organiser des conférences, nous aider par rapport à accueillir les gens, participer à un stand sceptique, à une foire de la science, nous aider pour les CA, les conseils d'administration, enfin quoi que ce soit, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à vous faire membre et à venir nous aider. Et sinon, le soutien des cotisations, ça nous aide aussi. Et ça nous permet de financer différents projets, notamment quand on a un intervenant qui vient de l'étranger, ça permet de payer ses frais de transport, ce qui n'est pas forcément facile si on n'a pas du tout de budget. Voilà, il y a ici une petite petit pot ici. Si jamais vous faites un don en fin de la séance, vous pouvez penser au petit pot. Ça nous permet de payer les déplacements des conférenciers. Voilà, pour le reste, je passe la parole à Serge. Je te laisse te présenter un peu plus. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis un sceptique moi-même, un zététicien, depuis quelques années. Et j'étais venu fin 2015 parce que j'ai la particularité d'être un ancien astrologue. J'ai pratiqué l'astrologie et je me suis remis en question. J'ai essayé de faire le tri et pour aller très très vite, à force de faire le tri, je suis sorti de l'astrologie. Et donc j'amène chez les sceptiques des compétences techniques puisque je connais le sujet de l'intérieur. Et puis j'amène aussi un petit peu le plaisir de m'intéresser à ce sujet, puisque sinon ça n'intéresse pas énormément de personnes. Et notamment, il y a 1 an et demi, j'ai voulu m'intéresser à l'origine des horoscopes de presse. Je l'avais déjà fait dans le livre que j'ai publié en 2016. Et j'avais trouvé une source sur l'apparition des horoscopes de presse en Angleterre. Je vais vous en dire 3 mots rapidement pendant l'intervention. Et je me suis demandé quand même si c'était aussi extraordinaire en France que ça l'avait été en Angleterre. Ça a démarré comme ça. Et donc voilà, je vais vous parler de ça ce soir. Et je remercie Jérémy, Jean-Michel et le comité para de leur invitation. Ça me fait plaisir de revenir quelques années après. Donc à quoi vous attendre aujourd'hui? Ça a commencé il y a 1 an et demi. J'ai voulu aller trouver les premiers horoscopes de presse en France, puisqu'on sait à peu près que c'est dans les années 30. Et étant donné que la Bibliothèque nationale de France a numérisé des millions de coupures de presse, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, en fait, on y a accès. Et donc je suis allé voir et je les ai trouvés. Et ça a commencé comme ça, et je me suis dit, je vais faire un petit dossier pour mon site internet, je vais y passer 2 semaines, et ça sera réglé. Et au bout de 3 mois et demi, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai passé 3 mois et demi là-dedans, j'ai trouvé énormément de choses, vous verrez, c'est assez incroyable, assez marrant. Il y a énormément de pistes donc que je vais ouvrir, je vais vous parler de plein de choses, mais j'ai pas pu aller tout vérifier au fond des choses de chacune, et c'est pour ça qu'il y a des fois, j'aurai pas toutes les réponses des questions que je vais soulever, mais ça reste quand même intéressant. Et donc, remontons le temps jusque dans les années 30. Alors d'abord, la première question que je vais poser, c'est l'origine des horoscopes, quel intérêt? On a communiqué sur Twitter, il y a quelqu'un qui est venu et qui a mis super nul comme sujet. Donc ça tombe bien parce que j'avais un slide déjà là-dessus. Alors quel est l'intérêt de l'origine d'un objet sans intérêt? C'est la question qu'on peut poser, de s'intéresser à ça en tout cas. Et déjà, moi ce qui m'intéressait, c'est de trouver la naissance d'un objet sans intérêt. C'est bizarre, comment ça apparaît un truc comme ça, et puis comment ça se diffuse, pourquoi ça a du succès si ça n'a pas d'intérêt. En fait, les choses ont l'air plus complexes que ça. Pourquoi pas avant les années 30? En fait, on admet que les horoscopes de presse apparaissent dans les années 30, et pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas avant? Techniquement, c'était possible. Donc, quelle a été la raison pour laquelle ça n'apparaît pas avant? C'était aussi une question que je me posais. Le tout premier horoscope de presse signe par signe, puisqu'ils n'ont pas toujours eu cette forme-là, on sait qu'il apparaît en 1932 aux États-Unis. On sait dans quelle revue exactement. Et on sait en Angleterre que c'est en 1936, c'est ce que je décris dans mon livre, et en France, c'est en 1939. Et donc, une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une diffusion? Est-ce que les astrologues se copient entre eux? Ou est-ce qu'on est dans une culture, c'est la culture de la presse de masse qui arrive, et quelque part, est-ce que les astrologues vont pas tous être amenés à converger un peu vers le même format, tout seuls, chacun de leur côté? C'est pas évident, en fait, de trouver la réponse à cette question, et vous verrez, moi j'en ai à apporter. Techniquement, en plus, il ne devrait pas exister.
les horoscopes de presse signe par signe, ça ne devrait pas exister. À cause du schéma qui est maintenant, que j'aime bien montrer de temps en temps, c'est que si on prend du point de vue astrologique, on monte la carte du ciel à un moment donné, la technique astrologique c'est assez complexe, il y a plein de choses de partout. Et en fait, quand on veut monter un horoscope signe par signe, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur l'image de droite, en fait c'est la même carte du ciel, mais j'ai enlevé tout ce qu'on ne peut pas utiliser pour un horoscope de presse. Or, comme en astrologie, on dit toujours que il faut être très précis, la date notamment, tous les paramètres qu'on utilise, pour l'horoscope, il n'y a pas de problème, on vire 95% des choses et puis on le fait quand même. Et donc, moi, quand j'étais du côté des astrologues, on était beaucoup à être choqués par même l'existence du truc et puis que ce soit l'image de l'astrologie dans la société. Donc, techniquement, ça ne devrait pas exister. Donc, c'est aussi une des questions qui m'intéresse quand je vais m'intéresser donc à l'origine. Autre intérêt que j'avais, c'est les surprises de mon premier dossier. Donc quand j'avais travaillé sur l'origine en Angleterre, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de concours de circonstances. Il n'y a pas du tout un astrologue qui arrive et qui se pose en disant voilà, je fais telle prédiction et ça y est, ça montre l'intérêt de l'astrologie. C'est la naissance de la petite sœur de la reine Elisabeth. À un moment, elle a la mauvaise idée de naître un jeudi soir. Et quand je dis que c'est une mauvaise idée, il faut bien penser à tous les journaux qui paraissent le week-end. Et donc tous les quotidiens ont déjà traité 2 ou 3 fois la nouvelle. Et eux, ils veulent quelque chose de neuf et ils cherchent quelque chose d'original. Et ils vont contacter un astrologue qui va monter le portrait de la princesse. Et ça démarre comme ça. Et 2-3 mois après, à un moment, il va mettre une prévision vague qu'il y a des dangers pour les aéronefs britanniques. Et le jour même où sort le journal, il y a un aéronef, un dirigeable qui s'écrase en France avec 50 morts, dont le ministre de l'Air britannique. Donc ça fait parler de partout. Et ça y est, c'est la célébrité du jour au lendemain. Le problème, c'est que lui, les dates qu'il avait posées commençaient une semaine après. Mais ça, c'est passé à l'as, manifestement. Et par hasard, un petit peu, donc, il est devenu célèbre. Il a eu pendant des années, il a mis son horoscope donc, dans le Sunday Express. Il avait jusqu'à 25 000 ou 100 000 courriers par an. Il influait quasiment sur les cours boursiers. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il y a eu de génial aussi, c'est qu'il mettait ses horoscopes sur des disques. Il vendait des disques. Donc pas des 33 tours ou des 45 tours, mais le format encore plus ancien. Et donc on a des enregistrements comme ça, où il fait des prédictions. Et puis il en faisait aussi au cinéma. Donc il a monté des petites vidéos, et donc ça passait pendant les actualités au cinéma, puisqu'il n'y avait pas la télé encore à l'époque. Et donc c'est assez extraordinaire, c'est assez étonnant comme sujet. Et donc j'ai voulu voir si en France c'était pareil. Est-ce qu'il y a eu autant de concours de circonstances, lesquels, etc. En plus, il y avait un paradoxe dans mon livre, un tout petit paradoxe, c'est qu'en Angleterre, le premier horoscope signe par signe apparaît en 1936. Et le problème, c'est qu'on a des protestations des astrologues qui disent « Mais c'est quoi ces horoscopes du signe astrologique ? La tradition a montré que le signe, c'est un tout petit truc, ça compte quasiment pas. Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Ce ne sont pas des vrais astrologues, ils protestent. » Le problème, c'est que les protestations ont lieu 3 ans avant l'apparition du premier horoscope signe par signe. Et ça, moi, quand j'avais écrit mon bouquin, il y avait plein de choses à gérer. Je m'étais dit « Bon, tant pis, ça, on verra plus tard. » Et j'ai retrouvé le même paradoxe en France. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est en 1939 qu'on a le premier horoscope signe par signe, on a des protestations à partir de 1933. Donc c'est bizarre ça, il y a quelque chose qui va pas, donc on va en reparler aussi. Officiellement, l'astrologue qui a lancé le premier horoscope signe par signe en France dans Marie-Claire s'appelle Marie-Louise Sondaz, on va en reparler. Et moi, il y a un truc que je voulais voir de mes yeux, parce que dans ce que j'avais lu, avant de faire cet horoscope-là, elle proposait un horoscope pour les brunes, les blondes et les rousses. Donc c'est juste inimaginable, c'est au-delà de la superstition, on ne sait pas trop. Et moi je voulais voir ça de mes yeux, c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs je me suis dit je vais aller voir sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, et ça a commencé par là. Donc je vais vous en parler un tout petit peu après. Et donc on va voir qu'en fait on va être bien plus dans l'histoire de la presse que dans l'histoire de l'astrologie elle-même. On ne va pas parler beaucoup d'astrologie, mais l'astrologie est prise dans un mouvement qui est beaucoup plus large. Tout commence par un travail de zététicien, c'est-à-dire que j'ai voulu aller vérifier les sources d'une enquête. Il y a une enquête sociologique qui est parue à la fin des années 70, qui était dirigée par Edgar Morin. Et donc, ça s'appelait le retour des astrologues. Ça a été financé par le Nouvel Observateur, et ce sont des sociologues, puisque dans les années 60, les astrologues reviennent, on recommence à parler d'astrologie, et donc ils ont voulu s'intéresser à ça.
Et ça a été republié 10 ans après avec une mise à jour. Et donc, moi, je connais bien ces bouquins. Il y a un chapitre qui est consacré en fait aux horoscopes de presse dans les années 30. Et en fait, quand vous pouvez prendre n'importe quel autre livre qui évoque le sujet, il ne fait que se référer à cette étude. Il n'y a à peu près rien de neuf depuis la fin des années 70. Et donc, moi, je voulais aller vérifier leurs sources. Et dans mon livre, notamment, je parle un tout petit peu de ça donc pour la France. Et finalement, je ne fais que reprendre ce que eux-mêmes disent. Je fais pareil à ce niveau-là. Et donc, je vais peut-être passer un peu sur le contexte. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant des horoscopes dans les années 30 avant que je commence mon enquête ? Alors, les sources sociologiques, comme je vous dis, c'est la grande enquête de la fin des années 70. On sait qu'en 1932, il y a un premier horoscope qui paraît dans le Journal de la Femme. Donc, c'est vraiment la presse féminine qui lance les horoscopes astrologiques en tout cas, par un astrologue qui s'appelle Louis Gastin. En 1935, les horoscopes sortent de la presse féminine pour entrer dans la grande presse, entre guillemets, en tout cas la presse quotidienne populaire. Donc 32-35, ça sera dans Gringoire et Paris Soir, donc je vais aller voir ça. Et on sait qu'en 37-39, il y a d'autres horoscopes qui se développent un peu de partout dans la presse, dont un qui arrive dans Marie-Claire. Et c'est ça qui va nous intéresser après. Donc au départ, les horoscopes sont encore plus généralistes que les horoscopes signe par signe, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à tout le monde. Donc il faut vraiment imaginer une forme de météo astrale. Si on vous dit demain matin il va pleuvoir, demain après-midi il fera plus beau temps, donc pour sortir ça sera plus intéressant, ça se présente un peu comme ça, c'est-à-dire il y a de mauvais influx pour le matin, donc attendez l'après-midi pour lancer tel projet ou faire telle sortie, etc. Ou alors c'est des choses du style la période, les 2 semaines prochaines sont favorables à ceux qui passent des examens. Voilà, donc ça s'adresse à personne et à tout le monde en même temps. On ne distingue pas du tout entre les signes astrologiques. Et puis en 1939, paf, il y a l'horoscope de Marie-Louise Sondaz qui apparaît pour chacun des signes comme aujourd'hui. Et on n'en sait pas plus. Donc moi je voulais voir aussi d'où ça sortait. Et dans cette étude, c'est vraiment présenté comme un format idéal. C'est vraiment le format parfait. La preuve, il est encore là aujourd'hui. Alors est-ce que c'est un peu un raisonnement circulaire ou pas ? On va aussi en reparler après. Et donc il parle de cette histoire de brune, blonde et rousse. Ça, je voulais absolument voir. On nous dit que les horoscopes vont durer jusque pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils vont s'arrêter avec l'occupation. C'est quand les Allemands arrivent que ça s'arrête. Et on n'a rien d'autre en source sociologique. Chez les astrologues, il n'y a à peu près rien du tout. Dans tous les livres que j'ai, j'en ai beaucoup d'astrologues et même de sceptiques, mais chez les astrologues, j'ai compté à peu près une vingtaine de lignes, tout compris, sur les années 30. Tous mes livres, il y a une vingtaine de lignes en tout, c'est-à-dire qu'il y a à peu près rien. Et il y en a quelques-uns qui mentionnent un gars qui s'appelle le Fakir Birman, qu'on ne connaît pas trop, et qu'on connaissait pas, enfin moi que je ne connaissais pas avant. Et sinon, en 2005, sur un site internet, il y a un vieil astrologue qui s'appelle André Barbeau, qui lui met un petit paragraphe sur le sujet. Et que nous dit André Barbeau, qui va avoir, je crois, 95 ou 98 ans, donc il était déjà né à l'époque. Il nous dit, avec l'apparition de la presse astrologique des années 30, c'est bien vite répandu un abject trafic des étoiles. On a vu sortir du bois tout un gibier de professeurs, entre guillemets. Alors il donne des noms, Elroy, Roxroy, Gemaro, Omar Khan, Valentino, Novaro, enfin que des noms qu'on ne connaît pas. Chacun offrait un horoscope gratuit. Naturellement, une feuille renéotypée. C'est-à-dire, pour l'astrologue qui parle, c'était pas quelque chose qui avait été fait pour une personne, c'était en gros des modèles qui étaient photocopiés. Avec sa tartine anodine et flatteuse, mais habilement assortie de son amorce, votre cas particulier m'intéresse. J'ai décidé de vous donner un tour de faveur, il y va du bonheur de votre vie, la chance est à saisir qui ne se renouvellera pas, etc., etc. Donc c'est l'astrologue qui dénonce des choses qui se sont passées dans les années 30. Le cas le plus spectaculaire fut celui d'un industriel de l'horoscope, le Fakir Birman, encore lui, devenu un véritable trust à coups de grands placards de publicité dans les plus grands quotidiens. En 1938, ses 50 secrétaires brassaient 1,5 million de fiches de clients chaque matin. Donc quand moi je lis ça, je me dis, là il y a quelque chose, il y a autre chose que ce à quoi on s'attend, et c'est ce que je suis allé explorer.
Chaque matin, 2 ou 3 voitures postales apportent 20 à 30 sacs de lettres, dont la moitié contient des timbres-poste ou des mandats. Et l'affaire finit en 1939 devant les tribunaux. Ah, intéressant aussi. Donc tout ça, je suis allé vérifier, vous allez voir, on va en parler. En vrac, chez tous les sceptiques qui ont parlé de ça, moi j'ai compté une dizaine de lignes depuis les années 50. Donc il n'y a rien non plus, c'est vraiment un sujet qui intéresse pas, on n'est pas allé voir. Et puis moi donc pareil, je mets 10 lignes, j'en parle très rapidement dans mon livre. Donc aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu aller trouver cet horoscope de 1939 dans Marie-Claire. J'ai voulu retrouver ceux de 1935 dans Paris Soir et Gringoire. Et puis celui de 1932 dans le Journal de la Femme. Au début, ça commençait comme ça. Et je me suis dit, c'est bon, j'en ai pour 1 ou 2 semaines. Et puis le Fakir Birman, quand même, il faudra aller voir un peu qui c'est, parce que lui, je le connais absolument pas. Donc, je me suis tapé tous les numéros de Marie-Claire de 1937 à 1939. J'ai vérifié à peu près toutes les pages pour rien rater. C'était particulier. Et donc, le premier numéro de Marie-Claire paraît en mars 1937. Et puis, donc c'est Marie-Louise Sondaz qui va commencer au printemps 1938 à mettre son premier horoscope dans Marie-Claire. C'est un horoscope ordinaire, comme tous les autres, avec vraiment des choses très banales. Il est court, il n'est pas toujours signé. C'est marrant parce qu'il est tous les 15 jours, alors que Marie-Claire, c'est hebdomadaire. Donc c'est vraiment pas une rubrique importante. Donc à l'époque, il s'amuse à les présenter en disque, en carré, en parallélogramme. C'est juste de la mise en page. Et donc c'est vraiment une rubrique parmi d'autres. Là, je vous ai mis une double page de Marie-Claire. Et en fait, sur 2 pages, c'est la rubrique, elle a plusieurs noms. Des fois, c'est Entre nous, des fois, c'est Variété, des fois, c'est Pêle-mêle. Il y a des petits jeux, il y a des conseils. C'est une rubrique de loisirs, quoi. Il n'y a l'horoscope, c'est pas quelque chose d'important. Donc, l'horoscope va passer de tous les 15 jours il devient hebdomadaire à la rentrée. Donc, ça a dû suffisamment plaire. C'est toujours une météo astrale. Et là, j'ai souligné un peu, c'est marqué, nous passons actuellement sous le signe de la Vierge. Alors on se dit, un signe astrologique. Mais en fait, c'est favorable à toutes les manifestations intellectuelles. Donc c'est pour tout le monde en fait. On est vraiment très loin de ce qu'on va connaître après. Je passe, on est donc en 38. Et donc c'est au printemps 39 qu'elle va commencer à distinguer entre les brunes, les blondes et les rousses. Et les châtains. Parce que ça, il ne le disait pas dans l'étude sociologique, mais ça change tout. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, quand Marie-Claire introduit la rubrique, elle se pose des questions, elle dit oui, alors qu'est-ce qu'on doit dire des chauves ? Vous comprendrez bien que c'est pas non plus une science exacte, évidemment, jamais. Et on va pas rentrer dans ces détails-là. Et là, l'horoscope va être plus long. Et puis, alors c'est marrant parce que petit à petit, il comprend aussi des dates de naissance. Donc on voit les dates des signes astrologiques qui apparaissent, mais c'est pas vraiment franc. Et donc les paragraphes commencent avec si vous êtes né du 5 au 20 septembre. Alors là, c'est une période de 15 jours, on ne sait pas pourquoi. Si vous avez les cheveux très noirs, c'est peut-être pas pareil que s'ils sont noirs. Si vous êtes blonde, si vous êtes rousse, Et puis les prédictions sont les mêmes qu'ailleurs. Alors on peut se demander, c'est quoi ce machin ? C'est un horoscope surréaliste, les brunes, les blondes et les rousses ? Est-ce que c'est vraiment de la superstition au sens propre du terme ou est-ce qu'il y a une logique derrière ? Et en fait, moi j'ai l'autobiographie de l'astrologue et elle explique qu'il y a une science à son époque, elle appelle ça une science, qui s'appelle la physiognomonie et que quand elle a rencontré ça, ça a changé sa vie. Qu'est-ce que c'est que la physiognomonie ? C'est l'idée que selon la forme de votre visage, la couleur de vos cheveux, les lignes de votre main, etc., en fait, on peut apprendre des choses sur vous. En fait, le caractère de l'individu transparaît dans les lignes et les formes des mains, du visage, des cheveux, des couleurs. C'est vraiment une discipline à part entière. Donc, elle touche un petit peu à tout. Et elle ajoute que tout ça, ça marche parce que les cordons nerveux qui commandent les activités psychophysiologiques se croisent au niveau du cervelet. Et là, on se dit, il vient de se passer quelque chose. Ça a l'air sérieux tout à coup. On n'est plus dans l'astrologie. Et puis, où est-ce qu'elle va chercher ça ? Donc dans son raisonnement, si le corps et l'astrologie renseignent sur l'esprit, alors il doit y avoir un lien entre le corps et les astres, et manifestement ça l'intéresse, elle travaille là-dessus. Et donc, je remets tout ça en contexte. Il y a une historienne qui a publié un bouquin récemment, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Histoire de la voyance. Alors contrairement à son titre, ça parle de l'astrologie. Et en fait, ça recouvre en gros le XXe siècle, c'est Nicole Edelman qui l'a publié. Et il y a un moment, elle
elle remarque qu'en 1934, le ministère de l'Éducation nationale lance le grand projet d'une encyclopédie française. Parmi les différents tomes, le tome 8 va nous intéresser en 1938. Il est consacré à la psychologie et un chapitre entier est consacré à ce qu'ils appellent entre guillemets des sciences en formation, dont la chirologie, donc les lignes de la main, la graphologie et la physiognomonie, ce dont on parlait. Donc c'est dans l'air du temps de se poser des questions là-dessus et de se dire il y a peut-être des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on lit dans ce tome 8 ? C'est marqué « Dans le cadre d'une psychologie appliquée, il est nécessaire de poursuivre l'étude des comportements en s'intéressant notamment à la main, par le biais d'écriture, et au visage. Les liens entre occultisme, entre parenthèses, ils appellent ça, entre guillemets, les sciences occultes, et psychologie, les sciences actives, entre guillemets, les liens donc entre les deux sont certes dangereux, mais aussi féconds, car l'occultisme est une attitude qui devient anti-scientifique dans les faits, sans l'être dans son principe. Donc on essaye de dire, peut-être qu'il y en a qui ont découvert des choses sans le savoir, en les expliquant mal, mais il y a peut-être des choses à découvrir là derrière. Et donc il conclut en disant « Ainsi, dans une gangue de rapports souvent chimériques, ces disciplines transmettent quelques parcelles d'expérience authentique et l'intuition de corrélation à déchiffrer. » Presque un programme de recherche pour la science. Et donc, Marie-Louise Sondaz, elle est fan, elle est là-dedans déjà, elle. Et donc, elle est persuadée d'avoir établi des correspondances. Alors, je ne vais pas en parler pour gagner du temps, c'est pas très important. En fait, il faut comprendre qu'elle est persuadée d'être à l'avant-garde du progrès scientifique. Elle n'est pas juste en train de se référer à des vieilles traditions de couleur de cheveux, machin. Elle explique dans sa biographie « Je m'appliquais à débarrasser l'astrologie de ses erreurs et de son jargon, de ses calculs improuvables, et m'attachais à la reconstruire selon les données actuelles de l'ethnologie et des sciences d'observation. » Elle est persuadée qu'en fait, elle est à l'avant-garde de la science. Alors juste pour remettre en contexte, évidemment on n'a rien gardé de tout ce qu'elle dit. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais s'étonner quand vous tombez sur un astrologue qui veut révolutionner l'astrologie. C'est tout le temps comme ça. À toutes les générations, il y a des tas d'astrologues qui veulent la réformer, qui veulent la prouver, qui veulent montrer que les autres ont mal compris et qu'eux ont bien compris. Moi je vais essayer aussi, ça m'a amené à être sceptique finalement. Et donc, évidemment, elle ne décrit pas ses protocoles, on ne sait pas comment elle établit ses hypothèses, comment elle les vérifie sur les gens, voilà, on ne sait pas. Pour aller vite, en juin 1939, on a d'un coup un horoscope qui est moitié couleur de cheveux, moitié signe astrologique. Comme ça, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, le 9 juin 1939. Et la semaine suivante, il n'y a plus que des signes astrologiques. Et là, elle va s'arrêter là, elle va faire que des horoscopes signe par signe. Et donc, le premier horoscope de Marie-Claire, alors c'est marrant pour quand on est un peu technicien. En fait, vous voyez mal, le scan de la BNF n'est pas très propre. Donc, c'est des textes bruts. On n'a pas encore le pictogramme du signe astrologique, on n'a pas ce genre de choses. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que le premier, c'est si vous êtes né du 21 mars au 22 avril ou du 24 juillet au 24 août. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans ce premier horoscope, 12 paragraphes. En fait, moi je sais, parce que je vois la technique qu'elle utilise, comme tout se passe dans un cercle et qu'elle utilise des angles, il y a des angles qui sont valables de deux côtés en même temps, entre guillemets, ce qui fait qu'il y a des signes qui vont avoir les mêmes prévisions. Là, dans son premier truc, elle ne s'embête pas, elle les met ensemble. Donc là, c'est du 21 mars au 22 avril, donc ça doit être le bélier, oui, c'est le bélier, et du 24 juillet au 24 août. Et donc là, elle les met ensemble, donc on voit que le truc est en train de se faire. Donc on est en juin 39 et son horoscope va continuer jusqu'à la première semaine de septembre 39. C'est là la déclaration de la guerre entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. J'en parle juste pour dire que à ce moment-là, quasiment tous les horoscopes s'arrêtent. Et ce qui n'est pas très étonnant. Donc le sien va s'arrêter aussi la première semaine de septembre. Donc par rapport à ce que laissait supposer l'étude sociologique, il n'y a eu que 3 mois pendant lesquels il y a eu des horoscopes selon les signes astrologiques. Pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres. Donc là, on est 3 ans après les premiers horoscopes signe par signe en Angleterre. Pour l'instant, je n'ai pas établi de lien. Si maintenant donc, on remet en contexte, donc là on a juste parlé de Marie-Louise Sondaz, donc dans les années 30, l'astrologie n'est pas présente dans la presse. Tout ce qu'on trouve, c'est la rubrique des petites annonces, et les astrologues viennent, comme les profs de maths et les menuisiers, etc., mettre des petites annonces.
viennent proposer leurs services. Voilà, ce sont donc des petites annonces. Il y a des rubriques sciences occultes qui apparaissent dans les années 30, donc on va retrouver des astrologues aussi là-dedans. Et puis, on a remarqué que c'est peut-être pendant les années 20 qu'il y en a qui commencent à faire des prédictions en début d'année, pour l'année à venir. On ne sait pas trop exactement comment ça commence vraiment dans la presse. Les astrologues, en fait, sont marginalisés, donc ils n'ont pas encore accès à ça. Et donc, c'est en 1932 qu'on trouve le premier horoscope dans le journal de la femme, qui va s'appeler Les éphémérides de la chance. Et il va durer jusqu'à la déclaration de la guerre. Et il n'y aura jamais de format signe par signe. Donc, lui, en tout cas, ne va pas essayer de copier Marie-Louise Sondaz. En 1935, donc c'est dans la grande presse qu'on trouve un horoscope, dans Gringoire. Et Gringoire, en fait, c'est le même astrologue que dans le journal de la femme. Et il propose un horoscope qui est ordinaire, il n'y a rien de nouveau, qui s'appelle Les mystères de la destinée. Et en fait, c'est ce qu'il y a de marrant, ça va se retrouver plus loin, c'est que ces prédictions, en fait, c'est une sous-rubrique dans une grande rubrique qui s'appelle la semaine astrologique. Et les rubriques qu'on trouve au début, ce sont des rubriques prosélytes, c'est-à-dire que les astrologues sont là pour faire la promotion de l'astrologie, pour dire que ça marche, que c'est une science, que c'est pas normal qu'elle soit pas reconnue, etc., etc. Enfin, ça n'a pas changé depuis. Et en fait, le Gringoire, donc, dans le moment du premier horoscope, c'est ce qui est encadré en vert, se justifie en disant qu'ils ont bien fait attention de prendre quelqu'un de sérieux quand même pour proposer cette rubrique, qui ne pouvait pas demander à n'importe qui, et que le monsieur c'est un savant au sens moderne du terme, mais que c'est aussi un initié. Et donc comme ça va durer pendant 5 ans dans Gringoire, et pareil, des grandes tribunes, et puis une petite rubrique de prédiction. Parallèlement à ça, dans le journal Paris Soir, qui est un autre quotidien populaire, on a un horoscope aussi qui apparaît en avril 1935, là qui est signé Claire Neyes. C'est un texte très court, et on est encore dans des choses vraiment collectives, météo astrale. Une influence neptunienne dominera toute la journée, rendant plus agités ceux qui le sont naturellement. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on a. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'en ai trouvé un autre plus ancien, donc toujours en 1935, et même chose que dans Gringoire. Alors cette fois-ci, on remonte au début de l'année 35. Et c'est une rubrique qui va s'appeler Sciences et Mystères. Et en fait, c'est dans le journal L'Afrique du Nord illustré. On va voir qu'en fait, dans les colonies, il y a aussi des actualités, il y a des choses qui se passent. Et donc là, c'est pareil, c'est une grande page d'un grand journal. Et donc, il y a énormément de choses. Il y a la promotion de l'astrologie, il y a les annonces, parce que les astrologues font ça pour se faire connaître. Donc, ils proposent leurs services, ils disent ce qu'ils proposent à leurs clients. Et puis, au milieu, il y a, lui, il appelait ça les influences quotidiennes. Donc, il y a des prédictions jour par jour. Et donc, c'est dans l'Afrique du Nord illustrée, c'est toujours pareil, toujours des prédictions ordinaires et pour tout le monde. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que ça va durer que 2 mois. Et après, ça s'arrête. Et le journal n'explique pas, en fait. Il ne dit pas pourquoi ça s'arrête. Toujours en 1934, je remonte un peu plus loin, donc j'ai trouvé la présence d'une rubrique radiophonique. Et là, ça y est, apparaît le fakir birman. Donc c'est la causerie du fakir birman. Donc il a commencé au moins en octobre 1934, donc avant les dates qui étaient données dans l'étude des années 60. Ensuite, c'est dans l'Intransigeant, un autre quotidien populaire, que le fakir birman va commencer à publier lui aussi un horoscope. Et donc ça commence juste après, en novembre 1935, et ça va durer jusqu'en 1937. Alors lui, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'utilisera jamais aucun terme astrologique. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de... C'est vraiment des... On peut se demander presque si c'est un vrai horoscope. Et en fait, le jour où il commence son horoscope, c'est annoncé en première page, il y a des petits encarts en disant chaque jour à la rubrique Sciences occultes, l'horoscope quotidien du fakir birman. Alors je vais vous parler rapidement du fakir birman, parce que je me suis bien renseigné dessus, puis il va revenir régulièrement dans notre histoire. C'est un personnage très singulier. Donc déjà, c'est pas le premier à avoir publié des horoscopes, c'est parfois ce que vous pouvez trouver sur Internet. Il fait parler de lui dès 1932. Alors pour vous donner une idée du personnage, en fait, il monte son cabinet en 1932. Il se trouve que l'une de ses premières clientes, c'est la femme d'un chef d'orchestre qui est très connu. Et elle vient le voir parce qu'elle a des doutes sur son mari, elle craint qu'il la trompe. Et lui, il sent que, vu les détails qu'elle lui donne, ça doit être vrai. Il la confirme dans son intuition.
Et donc, elle repart, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle file je sais plus, à l'Opéra National ou quelque chose comme ça. Elle va interrompre son mari pendant une répétition, et lui avait donné un détail pas du tout général. Il lui avait dit, la dame est brune et elle est artiste. Donc c'est pas très difficile. Et effectivement, il y a une dame brune qui est artiste, qui joue du piano, et manifestement c'est elle. Ça fait un scandale, et donc la chose se révèle être vraie. Et le gars l'attaque en justice. Il l'attaque en justice parce que il lui a créé des problèmes, et il lui reproche d'avoir troublé la jouissance de son ménage ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est assez bizarre. Les journalistes se jettent là-dessus, ils se moquent évidemment du chef d'orchestre, et puis le fakir birman va s'en tirer parce que il n'y a rien à lui reprocher vraiment. Et donc ça va faire sa promotion quand même. Et donc on va en parler dans les journaux, et juste après il va commencer à... Je vais sauter des choses pour aller plus vite. Il va commencer, lui, à publier une petite annonce, parce qu'avant, il n'en publiait jamais. Et donc, ça commence toujours de la même façon, c'est dans l'ennui, venez à lui. Et il va être un petit peu provoquant, on va dire ça, puisque dans toutes les annonces qu'il mettra par la suite, il va se nommer, il va dire qu'il a été acquitté par l'exactitude de ses prédictions, puisqu'en fait, il n'a pas été condamné en justice. Et donc, ça va lui permettre de distinguer un peu de ses concurrents. Donc ça va être une personnalité mondaine qui va gagner beaucoup d'argent, qui va acquérir un hôtel particulier, qui va être vraiment un as de la publicité. C'est lui qui va sponsoriser le Tour de France, c'est lui qui va inventer la prime au dernier. C'est-à-dire quand le dernier franchit la ligne, il a une récompense. Et pendant l'exposition universelle de 1937, il aura même un pavillon qui va diriger, le pavillon des sciences occultes. Donc ça va être quelqu'un qui va être vraiment assez connu. On pense qu'en 7 années d'activité, il a eu 500 000 clients, c'est-à-dire un Français sur 80 à l'époque. Alors, il faut faire attention aux chiffres, hein. Quand on vérifie, ça fait à peu près 200 clients par jour. Donc pour quelqu'un qui consulte, on se dit ça fait un peu beaucoup. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, à un moment, je vous ai dit qu'il y avait un fakir birman qui avait 50 secrétaires. Et finalement, c'est peut-être pas si absurde que ça, on va revoir. En mars 32, qui va évoluer en horoscope en novembre. Et c'est intéressant parce que lui, son horoscope, c'est une petite annonce. C'est pas une rubrique astrologique. Alors c'est vrai que nous, on a l'habitude que ce soit une rubrique astrologique, et puis voilà, il y a de l'astrologie dedans. Non, lui, il est au milieu des autres, et il fait son petit horoscope en 3 lignes, avec donc une phrase bateau, et ça lui permet vraiment de se distinguer en fait par rapport aux autres. Il racontera lui aussi dans sa biographie que pour la radio, sa rubrique, elle comptait 40 mots quotidiens, qui payait 150 000 francs à l'année, donc pour l'époque c'était énorme, et lui n'utilisera jamais les signes astrologiques. Et donc le 2 novembre 1935, il publie son premier petit horoscope dans les annonces, et c'est marrant parce que 2 semaines après, dans le même journal, il y a un vrai horoscope, entre guillemets, qui arrive, c'est-à-dire une astrologue qui a publié son horoscope, donc il va y avoir 2 horoscopes dans l'intransigeant pendant des années. Donc je vais avancer assez vite. En fait, c'est un horoscope qui est un peu différent, on sent qu'il y a de la technique derrière. Et alors celui-là, il fait des prévisions précises, entre guillemets, puisque à 8h45, telle chose, à 17h, telle autre. C'est un autre format. Il est bien plus technique, évidemment, que celui du fakir birman, parce qu'il n'y a pas d'astrologie dans celui du fakir birman. Mais c'est une vraie rubrique astrologique. Alors il faut remarquer que ce n'est pas un cas isolé, parce que dans le journal de la femme, depuis 1932, il y a un horoscope, mais il y a un deuxième horoscope aussi qui va venir dans la page des réclames. Donc il y aura aussi 2 horoscopes pendant des années dans le journal de la femme. Alors, la concurrence entre astrologues, ça oblige à innover. En résumé, donc, ça commence dans la presse féminine en 1932, en 1934, la radio qui est touchée, en 1935, la presse populaire. Et c'est pas évident de chercher tous les horoscopes, parce que, en fait, un horoscope, ça peut être la partie d'une rubrique qui ne s'appelle pas horoscope. Donc quand on est un peu historien, qu'on cherche des sources, c'est pas évident de les trouver. Moi je comprends que les sociologues les aient pas trouvés, ceux-là. L'horoscope peut changer de nom. Là je suis passé dessus, mais la semaine astrologique est devenue l'astrologue vous parle. Il n'y a pas le mot horoscope dans le titre de la rubrique. Il y a des horoscopes qui durent quelques semaines, d'autres qui vont tenir des années, mais en général ils ne s'appellent pas horoscope. Si je vous donne quelques exemples, les rubriques astrologiques, donc vraiment des horoscopes qui font des prédictions et tout ça, peuvent s'appeler les mystères de la destinée, votre destin au jour le jour, influence quotidienne, les éphémérides de la chance, les chances du jour, le bonheur du jour, le guide astral quotidien, le guide astrologique, horoscope, ça arrive, horoscope quotidien, l'horoscope d'aujourd'hui,
l'horoscope de demain. Parce qu'il y a un astrologue à qui on va dire ouais, mais vous nous prévenez le jour même, c'est un peu juste pour des fois s'organiser, avoir l'information. Donc il va faire l'horoscope de demain pendant des années. Et puis il y a un jour, il va y avoir, je ne sais pas si c'est une grève ou un jour férié ou je ne sais pas quoi, il y aura l'horoscope d'hier. Ça c'est extraordinaire. Sinon ça peut s'appeler l'horaire astrologique, le calendrier astrologique, la minute astrologique. Enfin bon, il y a des titres, enfin c'est jamais les mêmes. Donc le mot horoscope n'est pas encore validé pour être le nom emblématique des horoscopes. Donc là, par exemple, on a l'horoscope des jours précédents parce qu'il y a dû y avoir un problème de parution. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Il y en a une, elle a proposé la semaine astrologique, et en fait, ce qu'elle faisait à chaque fois, c'est qu'elle revenait donc elle fait des prédictions pour la semaine à venir, et elle propose les résultats pour la semaine passée. Donc elle met sa prédiction, et elle met les événements qui correspondent. Évidemment, il y a toujours des événements qui correspondent. Puis bon, comme il se passe juste 2-3 événements dans le monde, c'est exceptionnel quand ça correspond, évidemment. C'était ironique. Donc, il y a, évidemment, on trouve toujours des choses du style... moi, je suis un peu par terre quand je vois ce genre de justification. Elle avait prévu pour le lundi 26 avril, les astres prévoyaient imagination, idéologie. Et la confirmation qu'elle donne, c'est... effectivement, il y a eu une grève des boulangers, mais il y a eu des conversations diplomatiques à Bruxelles et à Rome. Voilà. Donc ça valide. Elle a un ton très très agressif, hein, je crois que c'est une femme, hein, c'est Zania, et donc vraiment, pour elle c'est clair, l'astrologie ça existe. Sa rubrique va durer 2 semaines. Bon, c'est dommage. Donc pour l'instant, vraiment, dans tout ce que je vous ai donné, le format signe par signe, c'est une exception. Il n'y a que Marie-Louise Sondaz qui l'a donné. Donc c'est vraiment étonnant, parce que si c'est vraiment le format idéal, bon, il est arrivé tardivement, mais c'est étonnant que personne ait sauté dessus. Et on va passer au premier rebondissement, enfin un autre rebondissement de l'enquête, ce que je vais appeler le courrier des lectrices. En fait, dans mes recherches de sources, à un moment, en janvier 1934, je tombe sur une nouvelle rubrique astrologique, alors je suis content, et là je me rends compte de mon propre biais de confirmation. C'est-à-dire que moi je ne cherchais que dans les années 30, puisque ça devait être dans les années 30. Et puis il n'y avait rien qui me faisait penser que j'en avais pas trouvé avant. Et là, à un moment, je tombe sur un passage, donc je ne sais plus dans quelle revue féminine c'est La Femme de France. Et en fait, c'est marqué notre nouveau collaborateur, le professeur Stello. Et donc, il vient remplacer un astrologue qui s'appelle Enigma. Et là, ça commence par « Après une collaboration assidue de près de 20 années, Enigma, aspirant à une retraite bien méritée, cesse ses consultations d'astrologie et de graphologie. » Et là, moi, je vois ça et je me dis 20 ans de bons et loyaux services. Ah bah là, on n'est plus dans les années 30. Là, on remonte en 1914. Et là, ça relance un peu ma recherche et je commence à aller feuilleter la presse féminine des années 1910-1920. Et effectivement, je trouve que le professeur Enigma va donner des mini-consultations astrologiques dans la presse féminine, mais dans plusieurs revues. Alors, ça pose problème parce qu'il gère tellement de revues différentes que des fois, il se trompe. Alors, on trouve, chère lectrice, la réponse d'Enigma à votre demande de consultation est parue par erreur dans La Femme de France du 3 janvier. Mais en fait, c'était dans une autre revue qui devait paraître. Alors bon, la voilà maintenant. Et donc, PS, Enigma prie ses correspondants de toujours spécialiser sur leur lettre le titre du journal dans lequel elles désirent voir paraître la réponse à leur demande. Et bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui se passent, c'est marrant à voir. Mais en tout cas, les premières rubriques restent prosélytes, puis il est là vraiment pour défendre l'astrologie. Et en fait, finalement, là, je commence à trouver de nouveaux exemples, et je remonte jusqu'à 1889. Donc là, par contre, on est à la fin du 19e. Et à la fin du 19e apparaissent des noms qui sont un peu connus dans l'histoire du milieu astrologique, des noms comme Papus, Cornelius ou Elistar, mais dont on n'entend jamais parler si on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Et là, on arrive en un temps où c'est la renaissance un petit peu de ce qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme, donc la fin du 19e, début 20e, c'est un ensemble de sciences occultes, hein, c'est le même terme, qui se développe de plus en plus, mais avec une nouvelle idée, c'est que, étant donné que la science positive avance, progresse, explique quasiment tout, et notamment par le biais des statistiques, est-ce qu'il ne serait pas possible d'appliquer notamment les statistiques à toutes les sciences occultes et de voir si on ne peut pas faire ressortir quand même un petit peu de vrai là-dedans? Il y a peut-être des choses qui ont échappé aux occultistes. Et donc c'est vraiment un projet qu'ils vont avoir. Ça va partir dans tous les sens, hein. Ça ne va pas être évidemment une science, mais en tout cas c'est l'idée qu'ils avaient. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se passer des choses, et notamment qu'il y a ces rubriques qui arrivent jusque dans la presse.
Et donc, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans ces rubriques, donc on commence par évidemment faire la promotion de l'astrologie, expliquer en quoi elle est magnifique et tout ça. Et on commence à répondre aux questions des gens. On demande aux gens, est-ce que vous avez des questions? Et puis on vous répond. Vraiment, les astrologues sont là pour faire aussi leur promotion, c'est-à-dire que c'est leur petite annonce à eux. Ils essayent de trouver des clients. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans l'une des réponses, ça s'appelle petite correspondance. Il y a un astrologue qui répond donc à la personne qui lui écrit. Merci de vos remerciements, etc. C'est dans Gil Blas. Et donc, ils mettent le Gil Blas ne peut pas aller plus loin que ces petits pronostics qu'ils font. Sinon, il faudrait ériger des horoscopes pour donner l'avenir avec quelques détails. Alors, chaque opération demande plusieurs jours de travail. Ça renvoie à l'image que je vous ai donnée au début, en vous disant que quand moi j'étais astrologue, c'est des horoscopes, ça ne devrait pas exister. C'est tellement complexe l'astrologie qu'on ne comprend pas comment faire un horoscope aussi caricatural. En gros, c'est ce qu'ils écrivent là. Techniquement, ça n'a pas de sens de vouloir prévoir trop rapidement. Et donc, dans la rubrique en 1906, par exemple, on a une chronique astrologique et graphologique. C'est un petit peu tout mélangé. C'est le mouvement occultiste, en fait. On mêle un petit peu tout. Et là, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est marqué horoscope. Il y a une petite rubrique horoscope. Et en fait, l'astrologue, entre guillemets, propose des horoscopes pour 4 personnes. Ce sont des gens qui ont envoyé leur date de naissance, qui ont posé une question sur leur vie, et puis il répond à leurs questions. Et puis en 3-4 lignes. Et c'est marrant parce que voilà, on n'est pas encore au niveau collectif, c'est une prédiction particulière, mais quelque part, il suffit de se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont nées en même temps que ces personnes-là, et finalement c'est déjà une prédiction collective. Mais pour l'instant, ils y pensent absolument pas. Donc, en général, c'est toujours pareil. J'ai trouvé plusieurs rubriques comme ça au début du XXe. Au début, l'astrologue vient faire la promotion de l'astrologie. Il mélange tout. Il y a de la graphologie, de la numérologie, de la chirologie, de la physiognomonie. Enfin, il y a de tout. Et puis, il commence à répondre aux questions des lecteurs qui jouent le jeu et qui envoient du courrier et qui envoient trop de courrier. Et les astrologues commencent à prendre du retard et ils s'en excusent. Voire même, il y en a qui pètent un câble et qui arrêtent carrément. Donc, la rubrique a toujours du succès. Et donc, par exemple, déjà, le professeur Enigma s'excuse parce qu'il a déjà beaucoup de retard et il va répondre à tout le monde, mais il va falloir un petit peu de temps. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande quand même. Et tout ça, ça se passe donc pendant des dizaines d'années dans la presse féminine. Et jamais on a des prédictions collectives comme on aura dans les années 30. C'est marrant parce qu'on sent qu'ils sont pas loin en fait. Il n'y aurait pas grand-chose à faire, mais non. Ça marche pas comme ça. Donc là, réellement, pour eux, ce sont des mini-consultations. Ils appellent ça des consultations abrégées. Et donc, ça revient à faire des prédictions astrologiques, mais en les destinant à une personne ou éventuellement quelques-unes. Et donc, c'est aussi au sein d'une mode, les années 1910, il y a beaucoup de courriers des lecteurs qui se développent dans tous les journaux. Et donc, finalement, la rubrique astrologique, c'est un courrier parmi d'autres, finalement. Et là, nouveau rebondissement. Et en fait, maintenant, comme je suis remonté jusque dans les années 1900-1910, je suis tombé sur des annonces que je n'avais pas prévu de découvrir, évidemment. Et on va changer vraiment d'approche, d'angle. Et je vais vous parler d'escroquerie à grande échelle, maintenant. Dès 1910, on trouve des petites annonces. Donc on voit très vite que ce sont des escrocs qui donnent ces annonces-là. Et notamment d'un gars qui s'appelle Roxroy. Et lui, il va mettre ces petites annonces à partir de 1910 et jusqu'en 1936. Et donc, ces annonces, comme on cherche sur Gallica, donc dans des millions de documents, il les met dans toute la francophonie, dans tous les journaux populaires de France, à Madagascar, en Algérie, en Suisse. Il en met vraiment de partout. C'est la même annonce qu'il met de partout. Et c'est un format fixe. C'est un format fixe qui ne va pas évoluer. Lui, il va faire ça pendant 27 ans. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme ça que moi je le trouve, il propose un horoscope gratuit. Donc il fait ça, il dit aux gens qu'il peut les aider, qu'il peut les rendre heureux, enfin vraiment il leur promet la lune, et il leur dit, mais si vous voulez pour commencer, donnez-moi votre adresse et je vous envoie un horoscope gratuit. Et là on est en 1910, vous avez des annonces de 1910, 1915, 1922, 1936, pour ceux qui voient. Alors de loin vous ratez pas grand-chose, c'est vraiment le même format, et en fait c'est à peu près la même annonce, qui va tourner pendant 27 ans. Il va en publier des milliers et des milliers dans tous les journaux. Et donc, il vit de ça, manifestement. Et donc, il rencontre un certain succès. Par contre, on ne sait pas ce que c'est que cet horoscope gratuit qu'il propose aux gens.
Ça, on va y revenir plus tard. Il se trouve que dans les années 30, on va voir la même chose qui va se passer, et on va retrouver les fameux professeurs dont parlait l'astrologue André Barbeau, que je vous ai cité au début de la conférence. Et il y a des tas de personnes, et en fait, ce n'est pas le même, c'est un qui s'appelle Elroy, et il y en a des tas qui vont publier les mêmes annonces. Le format, c'est quasiment le même. Et puis encore, et puis vous voyez que toutes ces annonces, elles se ressemblent. C'est un petit texte avec un bonhomme qui souvent présente ce qu'on appelle aujourd'hui l'argument de l'exotisme. On est en plein dedans, c'est-à-dire ce sont tous des professeurs qui viennent d'Inde, de Chine, du Moyen-Orient, etc. Ils sont tous fakirs. Et donc, il y a le fakir birman qui arrive au milieu. Le revoilà. Et on voit qu'il y en a plein, il y en a des dizaines en fait. Et donc, ce qui est marrant avec ces annonces, c'est qu'en fait, c'est banal. Hein, c'est des gens qui ont bien sûr compris le sens de la vie, qui savent comment vous rendre heureux, vous faire retrouver l'amour, revenir la personne disparue. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Et ce qui est génial, c'est que quand on les suit, qu'on suit leurs annonces, en fait, c'est soit elles disparaissent très vite, donc on voit qu'ils n'ont pas trouvé leur client, soit leurs annonces commencent à grossir. Elles occupent de plus en plus de place. Et en fait, là, on voit qu'ils ont des gens qui commencent à leur écrire et qui commencent à faire de l'argent. Donc, soit elles disparaissent, soit elles se développent, elles grossissent et elles sont de plus en plus sophistiquées. Professeur Olaf opère des miracles. Et celle d'après, elle prend quasiment une demi-page de journal. Et donc, il y a carrément des mises en scène, des photos, des textes. Et c'est toujours la même chose. Quelque part, on vous propose un horoscope gratuit. Donc je vous dirai un peu plus tard ce qu'il y a dans ces horoscopes gratuits. Et donc c'est un vrai business. Vraiment, ils font de l'argent à tel point que chaque année, les journaux commencent à les inclure dans leur budget annuel. Tellement ils apportent de l'argent et aux journaux et eux-mêmes en font. Évidemment, ils courtisent les médias. C'est eux qui vont proposer des horoscopes aussi dans les radios, dans les journaux. Ils vont se mélanger aux astrologues alors que ce ne sont pas des astrologues. Et donc, on peut se demander si quelque part les astrologues n'ont pas profité indirectement de tous ces escrocs qui étaient très très actifs pour se faire connaître et se faire de l'argent. On passe au slide d'après, avec un nouveau rebondissement complètement inattendu encore, celui de la création de la loterie nationale. Rien à voir. La loterie nationale, c'est l'ancêtre de la Française des Jeux. Et en fait, quel est le rapport ? Et bien en fait, à un moment, dans mon enquête, je trouve une grande annonce du fakir birman qui n'a rien à voir avec d'habitude. Il dit, vous qui avez encore perdu, profitez enfin de ce bon gratuit, et en fait, de détermination de chance aux loteries et d'horoscopes. Et donc, il va commencer à promettre aux gens de leur donner les bons numéros de la loterie nationale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loterie ? Ce qui est amusant par rapport à ce que je vous disais avant, donc là, vous le verrez peut-être pas, mais en fait, cette annonce, c'est le milieu de la page qu'on vous présente là. Et juste en dessous, il y a encore l'horoscope de Madame Vinal, qui s'appelait L'astrologue vous parle, qui est passé dans les sciences occultes, et elle, son horoscope n'a pas bougé, c'est vraiment figé, alors qu'on voit vraiment les horoscopes, les escrocs qui font preuve, eux, d'originalité. Et donc le fakir birman propose des études pour l'achat d'un billet de loterie, et donc les autres escrocs s'y mettent aussi. Et donc il y a cette histoire de loterie nationale là qui arrive. Alors, c'est quoi cette loterie nationale ? La loterie nationale, c'est un peu comme le loto aujourd'hui, hein. Et en fait, le gouvernement y pense depuis les années 20, ça fait presque 15 ans qu'ils en parlent, ils ne le font pas. Et en fait, l'idée, ça serait de financer les pensions des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Il faut trouver de l'argent, et ils vont lancer une grande tombola à l'échelle nationale, et l'idée, ça sera de financer les anciens combattants. Donc, initialement, elle est prévue pour être annuelle, mais ils mettent 6 mois à l'organiser, et tous les billets se vendent tellement vite qu'ils vont être obligés d'organiser déjà le deuxième tirage avant que le premier ait eu lieu, et finalement, elle ne sera jamais annuelle, elle va être mensuelle dès le départ. Pour donner une idée, c'est 10 millions de billets qui sont vendus. Et sur les 10 millions de billets, il y aura 100 000 gagnants. Alors il y aura un énorme gros lot, une centaine de bons gros lots aussi, mais beaucoup moins gros. Et puis après, ça descend jusqu'à de tout petits lots. Mais vraiment, il y a un engouement populaire qui est assez incroyable, tellement qu'il n'y a pas assez de billets pour tout le monde, alors qu'il y a 10 millions de billets. Donc il va commencer à y avoir des trafics de billets. Les gens vont se revendre les billets plus chers et tout. Ils vont même commencer à en vendre à l'étranger, parce que tout le monde sent le bon coup, puis il y a une grosse somme à gagner. Pour vous donner vraiment une idée de l'engouement,
on est en 1933, il y a des loteries qui vont proposer, qui vont organiser il y a de nouvelles tombolas qui vont être créées, dont le gros lot sera un billet de la loterie nationale. Donc ce sont des loteries qui vont donner en premier lot un billet de loterie en fait. Et donc les publicitaires s'en emparent. On vous dit, à la loterie nationale, vous gagnerez peut-être, mais à Jouvencia, 48 boulevard de Strasbourg, vous perdrez sûrement votre embonpoint, sans médecine ni régime. Donc les publicitaires intègrent la loterie nationale à leur publicité. Par exemple, on vous conseille, parce que la loterie les résultats vont être diffusés en direct à la radio, donc il y en a qui louent des postes de radio et qui disent quand même, ça peut être l'occasion de la loterie nationale de louer un poste de radio pour ne pas attendre pour avoir les résultats. Et donc c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, tout le monde en parle et il y a certains articles bizarres qui commencent à apparaître. Il y en a un petit qui dit « Une conséquence inattendue de la loterie dont le succès s'affirme, les chiromanciennes, les cartomanciennes et les astrologues sont vivement sollicités. Nous avons même pu voir ici un écriteau accroché sur une baraque de voyantes. On ne dit rien sur la loterie. » Donc il y a des gens qui vont aller les voir, les astrologues, les voyants. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire là. Mon billet gagnera-t-il le gros lot ? Et on dit que les antichambres des cartomanciennes connaissent depuis quelques jours une extraordinaire affluence. La voyante explique « Je suis contrainte de fermer ma porte tous les soirs à 7 heures et de renvoyer toutes les personnes qui attendent dans mon salon. Sans cela, je travaillerai toute la nuit. » Et donc c'est étrange, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer là. Mais en fait, il y en a qui voient bien venir le truc, donc les escrocs dont je vous ai parlé, et qui vont changer encore leurs annonces et qui vont commencer à s'intéresser à la loterie nationale. Alors c'est marrant parce que finalement cette loterie, elle révèle un besoin, une demande de la population qu'on n'aurait jamais peut-être identifié autrement. Et donc, avant même le premier tirage, les escrocs promettent les bons numéros. Donc, dans les petites annonces, voilà, on vous dit qu'on va vous aider à gagner à la loterie. Donc, le fakir birman va être très très actif. Quand et comment acheter son billet ? Alors en fait, il joue un peu sur les nombres, et puis ça va être des choses du style si votre date de naissance se termine par un 6, alors vous devriez acheter un billet qui se termine par un 6 ou des choses comme ça. Mais manifestement ça marche, parce qu'il va même donner des conférences. Loterie et astrologie, comment peut-on gagner ? Donc comme ça a l'air c'est vraiment n'importe quoi. Mais en fait, les escrocs vont commencer à présenter leurs gagnants. Un lot de 1 million est gagné par un de mes clients, le fakir birman, qui donne l'identité de la personne. Et puis après, il continue, il donne une dizaine de gagnants. Et même, il commence à organiser des repas avec ses gagnants. Comme ça, il invite la presse qui les photographie. Et donc, les gens, c'est vérifiable, on peut vérifier que ce sont vraiment des gagnants. Le mage noir Lodia, qui dit, lui aussi, il a plein de gagnants. Et donc, alors, sceptique, voici des preuves. La provoque, quoi. Et moi, je vous pose la question, alors, les sceptiques, est-ce que ce sont vraiment des escrocs ou finalement, est-ce que ce sont des devins ? Parce s'ils arrivent à provoquer à donner des bons numéros à leurs gagnants, ça pose des questions quand même. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils brassent un nombre tellement important de clients, ils ont vraiment des milliers, des centaines de milliers de clients, que ils ont tellement de personnes qui jouent à la loterie que c'est normal en fait qu'il y ait des billets gagnants par-ci, par-là, puis ce ne sont pas toujours évidemment des gros lots. Et à aucun moment j'ai vu un escroc dire « j'ai gagné moi ». C'est toujours leurs clients qui gagnent, mais c'est jamais eux qui gagnent, alors que s'ils pouvaient vraiment trouver les numéros, normalement, j'imagine qu'ils ont dû essayer de gagner eux aussi. Et donc là, ils vont avoir un énorme succès, les gens vont jouer le jeu, donc ils vont continuer à gagner de l'argent, à prendre de la place dans les journaux, et ils promettent toujours leur fameux horoscope gratuit, dont on va parler après. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces horoscopes ? Alors, c'est parce que je vous dis le mot horoscope, mais on ne sait toujours pas. Rebondissement, la série de procès. En fait, ils vont être dénoncés, les escrocs vont être dénoncés par des journalistes qui disent « mais c'est pas possible, ça peut pas durer, on sait bien que c'est de l'escroquerie ». Et donc, on va avoir une série de procès en 38-39. On va avoir des tas d'articles, donc là, j'ai pu trouver plein de renseignements. Du style, avec des titres savoureux, du style faux fakir mais vrai escroc. 5 fakirs et une fakiresse en quête de leur destin. On apprend les détails de comment ils organisaient leur business. Il y en a qui donnaient des consultations, d'autres pas. L'un d'eux donnait ses consultations avec une fausse barbe. Tous admettent des recettes énormes mais se plaignent des frais généraux. Vous vous rendez compte, le prix des timbres, des enveloppes et tout, ils ne pouvaient pas tout déclarer parce qu'ils vont évidemment en mettre beaucoup au noir. Et donc c'est vraiment assimilé dans la population, chez les journalistes, ce sont les vendeurs d'horoscopes qui sont en correctionnel.
Et donc, on a 80 fakirs ou professeurs qui vont se retrouver au tribunal. Ils vont avouer, la plupart n'ont jamais pratiqué d'astrologie, ce ne sont pas des astrologues. Ils ont un énorme budget de publicité, exemple 500 000 francs de budget de publicité à l'époque pour l'un d'entre eux, et leur chiffre d'affaires est proportionnel, parce que plus ils font de la pub, et plus ils ont des gens qui leur écrivent, et ils leur vendent des trucs, etc. Le fakir birman, pour donner des chiffres, est à 96 000 francs par semaine, donc il reçoit 20 à 30 sacs postaux par jour, et non pas 2 ou 3 comme disait André Barbeau à un moment. En 1937, son record, il va monter à 67 secrétaires en 38, qui gèrent 5000 lettres par jour. On est très loin des horoscopes des journaux. Et donc, en quoi consiste leur activité ? En fait, ils ont des portraits tout faits, des textes tout faits, qu'ils ont rangés dans des armoires. Et en fait, il y en a un pour chaque signe astrologique. Donc, selon la date de naissance de la personne, ils prennent la feuille, ils mettent dans l'enveloppe, ils envoient. Et ça va pas plus loin que ça. Il y en a même qui n'ont pas 12 textes différents, qui en ont que 3 ou 4. Et puis il y en a qui vont un peu plus loin et qui adaptent leur texte selon l'âge de la personne. Si c'est un homme, si c'est une femme, c'est pas pareil. Mais si c'est un adolescent ou une adolescente, le texte est encore différent. Et donc l'idée, c'est d'envoyer ces textes dans lesquels les gens vont se reconnaître ou pas. Et s'ils se reconnaissent, comme le texte est gratuit, en fait on leur demande d'envoyer de l'argent pour recevoir un texte plus conséquent, plus approfondi. À moins qu'il veuille acheter un parfum magique, un talisman porte-bonheur, etc. Et en fait, l'horoscope ici, c'est ce qu'on appelle une technique d'amorçage. Et c'est ce qu'ils font depuis longtemps. C'est-à-dire, le tout, c'est d'attraper les gogos, on va dire ça comme ça. Et donc, l'idée, c'est, s'il y a, je vais dire n'importe quoi, mais s'il y a 5 millions de personnes qui lisent une annonce, et que parmi eux, il n'y en a que 50 000 qui sont un peu crédules, vous imaginez derrière le marché que ça peut faire. Et donc c'est pour ça qu'ils tournent comme ça en mettant énormément d'annonces tout le temps. Et ça leur permet de vendre en fait des objets, un peu tout et n'importe quoi. Et si j'ai bien compris, ceux qui sont à la tête des entreprises, dès qu'il y a une consultation d'une personne un peu célèbre ou des choses comme ça, un peu mondaines, là ils la reçoivent en personne. Et puis ils jouent leur rôle d'astrologue quand même, quoi. Donc les employés se plaignent évidemment d'être mal payés, mais bon, c'est un petit peu normal. Et moi, ça me pose des questions pour en revenir à mes questionnements de départ. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas leur signe astrologique à l'époque. On n'en entendait pas parler. Nous, on les connaît quasiment tous aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et en fait, est-ce que finalement, ces escrocs n'ont pas aidé à introduire les idées astrologiques, le signe astrologique, des choses comme ça ? Ça, voilà, ça fait partie des questions que je pose, mais auxquelles je n'ai pas de réponse. Si on veut des détails, est-ce que je vous donne des détails ? Non, ce sont des textes très ordinaires. Si les gens ne répondent pas, on leur renvoie quand même un courrier. On divise le tarif par 2 par exemple, ou par 3, ou par 4. Et puis alors s'ils répondent toujours pas, le courrier suivant devient négatif. On leur dit attention, vous risquez la ruine, mais il y a des deuils autour de vous qui sont annoncés, il faut absolument que vous nous répondiez. Enfin, ça va loin quand même, c'est vraiment malsain. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle des techniques d'amorçage, et il faut que les gens envoient des choses. Et donc, il y a tout un tas de commerces de tout et n'importe quoi qui va se développer. Et donc, tout ça à grande échelle, je disais. On touche des centaines de milliers de personnes. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas ici la fin du paradoxe dont je vous ai parlé au départ ? Moi, je vous disais, les horoscopes signe par signe, les premiers, ils apparaissent à telle date et telle date. Et en France et en Angleterre, on a des protestations d'astrologues contre les horoscopes par les signes 3 ou 4 ans avant. Mais en fait, c'est plutôt contre les escrocs qui protestent. Parce que les escrocs disent faire de l'astrologie, envoient ce qu'ils appellent des horoscopes, et dedans, en fait, ils décrivent le signe astrologique de la personne. Et donc finalement, c'est ça que les astrologues dénonçaient avant les horoscopes de presse, alors qu'on pouvait penser que c'était les horoscopes comme nous on connaît dans la presse qui seront dénoncés. Donc je pense que le paradoxe à ce niveau-là est levé. Comme on a pris du retard, je passe sur certains détails. Je suis obligé de vous parler de celui-là quand même. Il y a l'avocat d'un des escrocs qui va dire « Mais vous savez, mon client n'a trompé personne. Il n'a pas cherché à se faire passer pour un vieillard à barbe blanche, aux yeux d'hypnotiseur, ni voulu faire croire qu'il était un devin. Il se livre seulement au calcul des probabilités. » Le cynisme à l'état pur.
Un truc extraordinaire aussi, c'est que tous les escrocs vont amener des dizaines de lettres de témoignages de gens qui sont satisfaits, qui vont leur dire mais oui, moi il m'a donné les numéros pour la loterie, moi il m'a fait rencontrer l'amour de ma vie, il m'a envoyé un porte-bonheur qui m'a porté bonheur. Et donc il y a un journaliste à un moment qui est même gêné quand il écrit son article en disant mais voilà à quoi on a été obligé d'assister, on est malheureux pour ces personnes qui se sont fait escroquer mais qui sont persuadées qu'en face d'elles, elles avaient des personnes qui avaient vraiment du pouvoir, alors que c'est juste une fois sur 100 que ça doit marcher. Une autre surprise aussi que j'ai eue en écoutant le fakir birman, enfin en lisant le fakir birman devant le juge, c'est qu'en fait il y a 2 fakirs birmans. Il n'y en a même pas qu'un, il y en a 2. Et en fait il y a un commanditaire qui est bien français, hein, c'est le comme on peut dire dans certains sketchs, c'est le comment dire. C'est la personne, c'est le Tibétain qui vient d'Auvergne, si vous voulez. C'est la même chose. Mais en fait, il s'est accoquiné avec un gars qui, lui, vient d'Arménie. Donc, il y a vraiment le faciès. Et donc, c'est lui qui va jouer le fakir birman. Mais derrière, le fakir birman, en fait, c'est une entreprise. Et c'est un Français qui gère. Et donc, parmi ces escrocs, il y en a un. C'est sur lui que je vais terminer mon intervention, qui s'appelle Wallace Elroy, qui va nous intéresser plus particulièrement. Celui-là, moi, je l'avais repéré déjà avant, mais je l'ai retrouvé dans le procès. On le décrit comment ? Chafouin, une oreille qu'on dirait manger au mythe, le plus insignifiant d'aspect, l'un des mieux organisés et le plus prospère. Et donc, le slide suivant, c'est le dernier rebondissement de mon enquête, et après je me suis dit, j'arrête, il y a trop de choses. Elroy, c'est comme les autres. C'est quelqu'un qui va commencer avec des petites annonces. Ces annonces vont grossir. Et puis là, vous avez un immense encart en première page de l'Écho d'Alger, où en fait, il parle d'un tremblement de terre qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, ou je ne sais pas. Donc il faut vraiment que les gens lui écrivent pour savoir et pour recevoir leur horoscope gratuit. Et donc c'est un escroc qui est encore plus créatif que les autres. Et il va commencer à mettre des choses en BD, et c'est toujours un peu pareil. C'est en 3 temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps où la personne ne le connaît pas encore, alors elle est malheureuse, ça va pas, là on a une dame qui renvoie un courtisan parce qu'il lui plaît pas. Le deuxième temps, c'est elle commence à prendre connaissance des textes de l'astrologue, et donc elle rencontre l'amour bien sûr, et dans un troisième temps, ça va vite, en quelques mois elle se marie, elle est heureuse, et tout va bien. On voit les scénettes qui sont de plus en plus sophistiquées. Bon, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a dessus, mais c'est un peu toujours pareil, tout va mal, tout va mieux, et puis tout va super bien à la fin. Un mois avant la Saint-Valentin aussi, c'est bien, parce que pour tous les célibataires, écrivez-moi et je vais vous aider à trouver l'amour. L'image d'après, l'image encore d'après, enfin c'est pour dire, il renouvelle énormément. Et il y en a encore plein en fait, pour donner une idée. Et donc moi je commence à le suivre en me disant celui-là il est pas mal, il est vraiment très très actif par rapport aux autres. Et tout à coup, sa nouvelle annonce, c'est ça. Peut-on nier que 2 et 2 font 4, une communication sensationnelle qui vient à son heure. Et là d'un coup, donc c'est vraiment un nouveau format, il tente quelque chose d'autre que moi j'ai pas trouvé d'ailleurs chez les autres escrocs. En fait là vous avez l'image typique de Madame Gémeaux. Et donc il vient à l'astrologie, alors qu'avant c'était pas le cas, même s'il proposait des horoscopes. Et il présente le portrait des Gémeaux. Et donc, vous voyez, il y a des longs textes où il fait sa promo, il y a toujours ses textes habituels, il va sauver les gens, il va les rendre heureux, mais il y a une description du signe astrologique des Gémeaux. Autrement dit, les textes que tous les escrocs envoient à grande échelle aux gens. Et bien lui, peut-être qu'il se dit, tiens, moi je vais en faire une annonce. Comme ça, je vais l'envoyer même à ceux qui ne m'ont pas contacté, tout le monde peut y avoir accès. En fait, il va continuer et chaque mois, il va proposer une nouvelle annonce avec le signe d'après, le signe des cancers, le signe du lion. Et manifestement, ça marche parce qu'il continue. Il continue et il va faire ça pendant 2 ans. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que il fait ça, il commence lui en 1937. Et donc en Angleterre, l'autre astrologue qui a créé les horoscopes signe par signe, lui commence à faire la même chose quelques mois avant. Alors c'est étonnant parce que là on est vraiment juste après et ça a l'air de se ressembler. Et puis, donc il fait ça pendant 2 ans. Et au bout de la 2e année, moi je me dis alors, est-ce qu'il repart pour une 3e année ou est-ce qu'il va encore changer ? Et là, c'est le dernier coup de théâtre. Sa dernière annonce, ça s'appelle « De quoi demain sera-t-il fait ?» Donc c'est bien vertical, c'est très très long. Il y a beaucoup de textes. Et si on grossit, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien on trouve un horoscope signe par signe. Et lui, là, il se sépare du 21 avril au 20 mai, du 21 mai au 21 juin. C'est vraiment pour chacun des signes astrologiques. Et ça sort de nulle part. Et on est en 1937, je crois.
37 ou 38. On est donc 1 an et demi avant Marie-Louise Sondaz, donc qui n'est pas la première à l'avoir fait. Mais là, on est vraiment dans les annonces. Hein. C'est une publicité. C'est pas du tout une rubrique astrologique. Et donc, je vois ça et je vois qu'en fait, il va continuer. Il va le faire pendant 2 ans jusqu'au procès. En fait, hein. Il va continuer. Il va le faire tout le temps. Et donc, il va publier des horoscopes signe par signe. Et là, moi, je suis là devant et je me dis, mais alors, est-ce qu'il s'est mis à l'astrologie? Est-ce qu'il fait de l'horoscope? Ou est-ce que c'est toujours le même escroc quand même? Parce que vu ce qu'il a fait avant, il peut pas faire ça pour aider les gens. Enfin. Et donc, je lui fais passer un petit test, ce qui n'est pas difficile. Si vous regardez un peu YouTube, si vous connaissez la chaîne Hygiène Mentale, qui est dédiée à l'esprit critique et à la zététique, on a fait une vidéo sur l'astrologie il y a 2 ans maintenant, à partir du travail d'un jeune informaticien dont vous avez peut-être entendu parler, qui a, on va dire, scanné tous les horoscopes du journal 20 minutes pendant 2 ans, parce qu'il voulait montrer à sa mère que les horoscopes c'était bidon. Et pourquoi il a eu cette idée? Parce qu'un jour, en lisant son horoscope dans 20 minutes, il s'est dit, mais cet horoscope, je l'ai déjà lu. Je suis sûr que 20 minutes l'avait déjà publié, parce que ça me dit quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a commencé à scanner les horoscopes sur 2 ans. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait les phrases toutes faites qui revenaient très régulièrement, et qui avaient donc des copier-coller. Et c'est l'image qu'on a mise dans la vidéo d'Hygiène Mentale. Si vous regardez bien, l'image de droite, on a un horoscope, c'est de mars 2015. Et en fait, si on prend les 7 premiers signes, 3, 6, 8 même, et qu'on les met à la fin de celui de gauche qui est pour le 12 février 2016, ce sont les mêmes. Littéralement, on a juste changé les noms des signes. On en prend un autre du 15 janvier 2016, on prend les 3 textes rouges, on les met avant, et il n'y a qu'un texte qui est nouveau. Et en fait, il y a plein d'horoscopes dans 20 minutes comme ça, qui sont des tirages au sort, à partir d'une source de milliers de phrases toutes faites, qui sont mélangées en fait, et qui sont sorties aléatoirement. Donc il n'y a pas besoin d'astrologie pour ces horoscopes-là. Et je ne vais pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des entreprises qui vendent ça, donc les médias savent, le savent, donc ils diffusent ce genre de choses. On n'a jamais vu les gens se plaindre que ça ne marchait pas, alors que ça devrait, s'il y avait besoin d'astrologie, mais bon, c'est pas le cas. Et moi je me suis dit, mais alors si c'est un escroc, celui qui commence en 1937 là, il va pas s'embêter à produire des horoscopes mois après mois. Il va bien prendre des textes, des blocs, et puis les réutiliser. Et je me dis, allez, c'est mon test, et puis donc je vais regarder. Donc le premier mois, donc c'est le même horoscope, enfin les mêmes blocs pendant tout le mois. Et je regarde le mois d'après, je compare tous les blocs, et rien, c'est pas les mêmes. Je me dis mince. Je me dis bon, je vais quand même regarder celui d'après, donc je compare, je regarde tous les blocs, et c'est toujours pas les mêmes. Je me dis non, c'est pas possible. Et donc je continue, je refais quand même encore un mois, et là ça y est, je commence à trouver des blocs. Donc il y a des blocs qu'il avait utilisés 3 mois avant, qui réutilise dans ce nouvel horoscope. Et en fait, donc c'est bien une nouvelle technique d'amorçage. Et le gars, il sait très bien ce qu'il est en train de faire et il fait pas d'astrologie. Et donc, pour moi, c'est génial parce que réellement, pour moi, le premier ou l'un des premiers en France qui a eu d'horoscope signe par signe, c'était vraiment une technique d'amorçage par un escroc. C'est pas un astrologue qui a fait ça en se disant, tac, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle technique, je vais pouvoir aider les gens, etc., quoi. Donc ça a été aussi une de mes surprises. Donc je vais pas tarder à finir. Ce qu'il y a de marrant dans cette histoire aussi, c'est que dans les revues astrologiques, par exemple, il n'y a pas d'horoscope. C'est dans la presse, mais dans les revues, il n'y en a pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, j'ai réussi à trouver un petit journal astrologique qui commence ses horoscopes signe par signe le mois d'après l'annonce d'Elroy. Le mois d'après, il commence. Donc là, je me dis, c'est peut-être le hasard, mais ça m'étonne quand même. Et donc, ça va être le seul qui va le faire. Et donc, il n'y a aucun astrologue qui va copier ce format. Ça va être dans ce petit journal-là, jusqu'à ce que Marie-Louise Sondaz le fasse 1 an et demi ou 2 ans après. Et donc, l'image qui est à l'écran, je vous ai lu le texte en haut tout à l'heure, Chafouin, l'escroc le plus discret, mais le mieux organisé, etc. On apprend pendant les procès que le Elroy dont je suis en train de vous parler, il est anglais. Et en fait, quand il fait ses premiers horoscopes signe par signe comme petite annonce, c'est quelques mois après que Naylor les fait en Angleterre. Et donc, pareil, est-ce que c'est le hasard ou pas? Le gars est anglais, il fait ça fait 2 fois qu'il fait la même chose que celui d'Angleterre quelques mois après. Moi, je pense qu'il y a un lien. Donc ça fait partie aussi des infos que j'ai pas pu croiser avec d'autres choses, donc je peux pas l'assurer. Mais en tout cas, je trouve que c'est louche.
L'autre truc qui est très marrant quand même, en termes de hasard, c'est que quand est-ce que Marie-Louise Sondaz passe à son premier horoscope signe par signe? Au moment du procès d'Elroy. C'est pendant son procès. Donc, moi j'ai vu dans les revues d'astrologues qui parlaient de ces procès en disant il faut qu'on aille voir un peu ce qui se passe. Et si ça se trouve, ils ont appris l'existence de ces pratiques-là par ce biais. Et si ça se trouve, elle a pas du tout inventé le format, mais elle l'a piqué en fait à un escroc, quoi. Sauf qu'elle a essayé, je pense, quand même de le faire entre guillemets sérieusement, en tout cas techniquement. Et donc, ce qu'il y a de marrant, c'est de voir que les astrologues ont du mal à critiquer ces escrocs. Parce que mine de rien, ils font quoi? Ils font de l'astrologie. Quand ils envoient un portrait du signe astrologique aux personnes, si ça correspond, l'astrologue veut se dire que c'est parce que l'astrologie, ça doit marcher. Mais le problème, c'est que ça marche trop bien. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est quand la réalité nous renvoie une image qu'on ne voudrait pas avoir, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'astrologie pour escroquer les gens, et puis qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans des textes qui sont pas de leur signe peut-être, et on voit vraiment les astrologues qui savent pas quoi faire avec ça, ils savent pas s'ils critiquent pas. Donc ils critiquent l'escroquerie, mais ils critiquent pas vraiment la méthode en fait. Donc c'est vraiment très très bizarre. Donc si on synthétise tout ça maintenant, donc pour terminer, en fait, moi j'ai trouvé les premières rubriques astrologiques dès la fin du 19e siècle. Donc au début, c'est du prosélytisme, et puis des consultations abrégées. On répond aux questions d'une personne. Ensuite, il y a le courrier des lectrices, c'est la mode un peu au début du 20e dans tous les journaux. Et il y a un courrier des lecteurs d'astrologie aussi. Et ça va durer jusque dans les années 30. Ce qu'il y a de marrant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui propose un courrier des lecteurs astrologie, graphologie, etc., très rapidement, c'est l'astrologie qui bouffe l'autre discipline. C'est vraiment ça qui permet... les gens, je pense, sont plus sensibles à l'argument d'autorité de l'astrologie, qui est une discipline ancestrale, le ciel, les astres, etc. Et les autres disciplines n'ont pas le même succès dans ces courriers. Les petites annonces des escrocs, donc qui commencent au moins en 1910 en proposant des horoscopes gratuits, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va faire enfler le truc dans les années 30. Et même si les horoscopes de presse, façon météo astrale, apparaissent dès 32, et puis après passent dans la grande presse en 35, etc., les horoscopes gratuits des escrocs, avec leur technique d'amorçage à grande échelle, vont vraiment donner une autre dimension en fait au sujet. La loterie nationale, c'est le truc vraiment inattendu, mais ce sont les escrocs qui vont faire flamber leur marché et indirectement donc envoyer de plus en plus d'horoscopes aux gens. Et puis parmi les escrocs, donc le Elroy dont je viens de vous parler, qui va publier moi le premier horoscope signe par signe que j'ai trouvé, donc 2 ans avant Sondaz. Et puis comme on l'a vu, qui est juste après ce qui se passe en Angleterre, donc il recopie des formats parus juste avant lui. La française qui lance son horoscope signe par signe au moment du procès de l'escroc en question. Hasard ou pas hasard, j'ai un peu envie de penser que non. Et donc l'horoscope de Marie-Louise Sondaz ne va rester que 3 mois en fait dans Marie-Claire, puisqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, il disparaît. L'origine des horoscopes, quel intérêt? Pourquoi s'intéresser à ça? Donc, comment naît l'horoscope en France, et notamment l'horoscope signe par signe? Il semble que les escrocs ont joué vraiment un gros rôle là-dedans. Et donc, ce ne sont pas les astrologues qui ont vraiment mis ça en place. Pourquoi pas avant les années 30? En fait, c'est peut-être à ce moment-là que les escrocs commencent à utiliser le portrait astrologique du signe pour escroquer les gens. Est-ce qu'il y a une diffusion ou pas d'un pays à l'autre? Moi j'ai l'impression que l'anglais est copié en France en fait, donc il semble que c'est le cas. Techniquement les horoscopes ne devraient pas exister, c'est trop caricatural, mais les escrocs se posent pas ces questions-là, eux ils veulent faire du fric, ils veulent faire de l'argent, donc il n'y a pas de problème, l'horoscope ça peut marcher, ça peut être intéressant pour eux. Et puis j'avais eu beaucoup de surprises en Angleterre comme je vous l'ai dit au début, mais alors là en France c'est allé au-delà de mes espérances. Et puis donc je pense qu'on a répondu au paradoxe des protestations antidatées. En fait, les horoscopes signe par signe apparaissent après les escroqueries du portrait astrologique du signe. Et en fait, je pense que c'est contre ça que protestent les astrologues. Et puis enfin, Marie-Louise Sondaz. Alors pourquoi est-ce qu'elle avait fait cet horoscope pour les brunes, blondes et rousses? Je vous rappelle qu'elle était persuadée d'être à l'avant-garde de la science et que la physiognomonie, à l'époque, on se demandait s'il n'y avait pas quelque chose de sérieux là derrière. Donc on répond aussi à ça. Et puis, en termes de mécanisme de propagation des croyances collectives,
moi, ce que je trouve marrant ici, c'est que ce qu'on appelle un peu un biais cognitif, ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est ce qui est en jeu là, dans tout ce que je viens de vous expliquer. C'est le fait de se reconnaître dans des phrases ordinaires. Mais en fait, c'est pas ça l'effet Barnum. C'est pas se reconnaître dans des phrases ordinaires. C'est normal de se reconnaître dans des phrases ordinaires. C'est le fait de s'en étonner, de se dire mince, mais ça parle de moi. Et c'est ça l'effet Barnum. Et bon, on est tous tombés là-dedans. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, dans les années 30 au moins, les escrocs ont utilisé un biais cognitif finalement. Et le biais cognitif a été utilisé pour escroquer des gens. Et c'est ce qui a aidé peut-être à propager indirectement après ce qu'on va appeler les horoscopes de presse comme on les connaît. Et puis qui va jouer indirectement sur la promotion de l'astrologie et la diffusion de l'astrologie en elle-même. Donc vous voyez, finalement, en fait, on a surtout parlé de l'histoire de la presse et puis des escrocs. On n'a pas parlé vraiment d'astrologie, il n'y a pas eu besoin sur ce coup-là. Et même si les astrologues sont actifs à côté, mais c'est différent. Et vraiment, moi, à mon avis, il y a un truc à faire parce qu'il y a pas mal d'escrocs qui sont anglais, qui sont américains, il y a un russe aussi. Et moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à la France, mais en fait, c'est quelque chose qui a été international. D'ailleurs, le Roxroy dont je vous parle, qui commence en 1910, c'est un Américain. Et lui, il envoie de l'étranger, donc ce qu'il fait en français, il le fait, à mon avis, forcément en anglais. Et là, je ne sais pas à quel sceptique demander au niveau international, mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire, mais dans les autres pays, quoi. Donc voilà, ça ouvre des choses sur la suite. Et puis je vais m'arrêter là. Voilà. Merci de votre attention.